Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour cette série d'émissions consacrée aux journées de l'éducation et de la promotion de la santé à La Réunion, l'occasion de saluer l'ensemble des acteurs de la santé de l'océan Indien qui participeront directement ou indirectement, ou en tout cas virtuellement, à cette manifestation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'apprenance, de parcours d'apprentissage, avec Jérôme Leleu, président d'Interaction Healthcare. Jérôme Leleu, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour parler d'apprenance ou de parcours d'apprentissage. Vous êtes donc le président d'Interaction Healthcare. Avant d'en parler, j'aimerais qu'en quelques mots, vous puissiez nous présenter votre structure, ses actions et son actualité. Très bien. D'abord, merci pour votre invitation. Donc, Jérôme Leleu, je suis président d'Interaction Healthcare. On est une société qui est spécialisée dans le domaine de la e-santé. Donc, nous concevons et nous développons des applications numériques à destination des patients, des professionnels de santé et plus généralement du grand public, notamment sur des dossiers autour de la prévention. Nous avons eu l'occasion de voir que vous étiez justement dans ce développement d'outils au service de la formation, en l'occurrence très récemment une plateforme. Pourriez-vous en quelques mots aussi nous parler de cette dynamique au service spécifiquement de la formation des professionnels? Bien sûr. Alors tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'outils numériques, c'était bien sûr de manière assez générale. On sait qu'aujourd'hui, le web, le mobile sont des outils extrêmement utilisés dans la vie de chacun d'entre nous, mais aussi dans le domaine de la formation. Interaction Healthcare a développé depuis le début de sa création, donc en 2008, deux savoir-faire particuliers. Un autour de ce qu'on appelle le serious game, donc c'est utiliser en fait les ressorts du jeu vidéo pour pouvoir expliquer une thématique sérieuse. On sait que l'implication par le jeu est un élément, même d'un point de vue intellectuel, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est plutôt, j'irais, orienté vers la prévention, la sensibilisation, l'éducation thérapeutique pour le grand public et les patients. Et puis on a un deuxième courant qui est donc la simulation numérique en santé, qui là est plutôt adressé vers la pédagogie pour les professionnels de santé au sens large. Et là, on part notamment une recommandation d'un principe éthique qui est donc jamais la première fois sur le patient. Et on veut, j'irais, s'appuyer sur ce qui s'est passé peut-être dans d'autres domaines d'activité. Je pense notamment à l'industrie aéronautique où vous avez la formation des pilotes. Et bien aujourd'hui, avec bien sûr la complexité qu'est le corps humain, et bien d'avoir la même approche avec des médecins, des infirmiers et l'ensemble des produits de santé grâce à ces outils numériques. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde la démultiplication des outils, les MOOC, les SPOC, les outils de simulation, et puis avec l'arrivée d'HoloSense de Microsoft et des autres outils de simulation, ça pourrait parfois nous donner un peu le tournis, des méthodes transverses à la frontière du présentiel et du distanciel. Quels sont, selon vous, les trois principaux enjeux ou défis pour structurer cette nouvelle apprenance en santé, tant pour le citoyen que nous sommes, que pour le professionnel ou le futur professionnel? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez évoqué, vous avez parlé beaucoup de techniques, vous avez parlé de MOOC, on a parlé de serious game, de simulation. Je pense que déjà, ce qui est un point qui nous semble essentiel, c'est que c'est beaucoup de technologie, mais c'est avant tout des outils qui sont au service des patients et des pôles santé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche où, eh bien, les enjeux qui sont importants, c'est grâce à ce support, et ça reste un outil, un support pour échanger. On parle beaucoup aujourd'hui, grâce au numérique, de développer aussi le collaboratif. On pense que l'apprenance professionnelle, comme vous l'avez évoqué, ces outils numériques, notamment par exemple la simulation, on est dans un schéma pédagogique qui est complètement différent, qui est celui de je n'ai plus un discours descendant que je pourrais avoir de manière présentielle, mais je suis acteur de ma formation, je suis acteur de la démarche que je vais pouvoir donc faire grâce au serious game ou à la simulation. Donc je pense qu'on est déjà sur des courants qui dépassent l'aspect technologique, mais plutôt vraiment au cœur de la pédagogie. Et puis, c'est montré que nous on a formé aujourd'hui près de 18 000 professionnels de santé dans le monde grâce à nos outils. On se rend compte d'un élément qui est important,
qui permet également l'échange entre pairs, l'échange entre collègues, entre confrères, que ce soit en formation initiale ou formation continue, et de montrer que le numérique ne va pas déshumaniser, si vous me permettez cette expression, la relation, mais au contraire la renforcer par un média qui est certes numérique, mais qui permet, notamment en situation présentielle, de favoriser, à partir d'une tablette que vous pouvez avoir un support numérique et de pouvoir échanger, d'avoir un regard différent sur peut-être la prise en charge d'un patient. Et c'est bien ces outils numériques qui apportent cette nouvelle approche collaborative. Un second point que j'aimerais évoquer avec vous, la question de l'évaluation et de l'évaluation des politiques publiques. En matière de formation, l'évaluation est au cœur des pratiques, des processus, mais aussi des résultats. Pensez-vous que ces nouveaux outillages, ces nouveaux processus et ces nouvelles méthodes vont améliorer les principes d'évaluation et de résultats des formations en santé? Alors, d'abord, je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ces nouvelles techniques. Au sein d'Interaction Healthcare, on a fait le choix, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de rentrer dans un processus scientifique avec notamment le recrutement d'une socio-anthropologue pour essayer de comprendre de manière méthodique et scientifique, comme je viens de vous l'évoquer, l'intérêt et notamment les évolutions cognitives que pourrait apporter ce type de dispositif. Il y a des références là aussi, de la bibliographie qui est assez importante par rapport à ces outils. Donc on sait que ces outils numériques et ces nouveaux usages permettent des améliorations dans l'apprentissage. Maintenant, on n'en est qu'au début et je pense qu'il faut continuer ce travail de fond. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de montrer aussi que l'outil, je vous l'ai dit, est un support et que avant tout, bien sûr, le contenu médical, le contenu pédagogique qui est apporté par les équipes avec lesquels nous travaillons, des experts médicaux, des gens qui ont une vraie compétence médicale. Et la partie évaluation que vous avez évoquée est tout à fait importante, et notamment dans la plateforme Médicactive que nous avons lancée, que vous évoquiez tout à l'heure, on a lancé donc le 12 octobre, on met à disposition des cas cliniques. Notamment, les premiers ont été lancés avec le CHU de Bordeaux sur l'insuffisance cardiaque. Eh bien, on est parti d'experts qui permettent de valider la pertinence médicale et scientifique du contenu. Et nous travaillons actuellement à une phase de labellisation, là aussi par des experts, des sociétés savantes qui permettraient d'avoir cette évaluation pertinente et bien sûr cette labellisation qui doit être, le cœur de ce type de dispositif. Un point questionné par bon nombre de nos invités et correspondants, effectivement, on voit se démultiplier des structures, des plateformes, des hubs ou des initiatives privées en matière de formation ouverte à distance dans la santé. Alors, si on se penche du côté nord-américain, ça fait déjà de nombreuses années. La question qui est posée, c'est celle de l'articulation avec l'existant. Des cursus de formation médicale existent, institutionnels ou privés. Des formations à l'éducation pour la santé ou à la promotion de la santé existent dans les grands réseaux français ou européens d'éducation et de promotion de la santé. La question posée par beaucoup, c'est quelle articulation entre l'offre privée et cette offre existante demain? Oui, mais écoutez, je pense que vous êtes au cœur de ce qu'on vit actuellement avec le projet de Médicactive, qui est la première plateforme de simulation numérique et de partage de cas cliniques. Et comme vous l'avez dit, cette plateforme, elle émane d'une société qui est privée, mais notre point de vue, c'est que quand on parle aujourd'hui de numérique, on parle de collaboratif, on parle parfois de manière un peu plus virulente d'ubérisation, comme quoi tous ces outils vont bouleverser complètement, par exemple, l'environnement de la pédagogie. Nous, on a un regard un petit peu plus mesuré. On sait que ça va permettre de faire évoluer, et vous l'avez dit, M. Joran, tout à l'heure, sur l'aspect présentiel, on sait que c'est un média, un support qui peut être utilisé aussi en présentiel, comme une modalité complémentaire. Donc déjà, je pense qu'il faut presque apaiser parfois le discours autour du numérique dans la pédagogie, qui est pour nous un élément complémentaire, une modalité complémentaire, et qui doit permettre aux acteurs qui existent aujourd'hui de l'utiliser et d'apporter cette nouvelle expérience auprès des utilisateurs. Alors bien sûr, c'est valable pour les facultés, pour les universités, c'est valable pour les organismes de formation. On travaille de plus en plus avec des organismes de formation qui sont référencés au GDPC et donc qui ont une vraie légitimité.
C'est également bien sûr le cas, comme je l'ai dit, en formation initiale et formation continue, de pouvoir permettre eh bien, ce type de dispositif. Mais c'est également aussi des initiatives très positives, je pense notamment aux agences régionales de santé, qui prennent de manière très sérieuse ce sujet et vont j'irais prendre en compte ces nouveaux dispositifs et permettre d'avoir un accès via le numérique, via des serious games, via des simulateurs, pour toucher bien l'ensemble des acteurs, qu'ils soient bien sûr des patients ou des professionnels de santé. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est un ensemble d'écoute, d'échange, pour savoir comment ce numérique eh bien, peut permettre d'avoir un complément par rapport aux dispositifs, on va dire, plus classiques aujourd'hui. Vous l'avez souligné tout à l'heure, s'il s'agit d'outils, il s'agit aussi essentiellement de culture et de pratique autour du numérique. On parle de littératie digitale et de littératie digitale en santé. Permettez-moi de revenir à cet enjeu majeur souligné par les professionnels de santé que constituent les inégalités sociales de santé et le creusement de ces inégalités sociales. On perçoit une difficile articulation dans les littératies en santé, y compris dans les processus de formation, non seulement d'un point de vue générationnel, on nous parle des Y et des digital natives qui sont effectivement dans ces principes-là, un peu plus dur peut-être pour la génération X d'appréhender cette mutation rapide, mais aussi pour les professionnels. Effectivement, la plupart des professionnels ont été formés à travailler autour du soin, de la santé ou de la formation, et un peu moins à l'usage d'outils et de pratiques. Comment garantir une équité demain en matière de littératie digitale en santé? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations parce qu'on a parlé beaucoup de technologie depuis le début de notre entretien et je vous évoquais que pour nous la technologie devait permettre au contraire de diffuser par cette pédagogie innovante un contenu plus riche qui va être, j'irais, donné et fait, j'irais, évoluer par le numérique, mais la question de la diffusion est un vrai sujet pour que tout le monde puisse accéder à ce numérique et qu'il n'y ait pas. J'ai également une casquette, on va dire associative, puisque je suis présent en tant qu'administrateur à Renaissance Numérique, qui a pour objectif eh bien, de réfléchir sur ce que le numérique apporte en tant que citoyen. Et bien évidemment, la santé est un élément important. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire que le numérique eh bien, ne pourrait pas adresser l'ensemble de la population. Et si on prend l'exemple de ces démarches autour de nos solutions. Aujourd'hui, lorsque vous développez la simulation numérique, on va utiliser de l'ingénierie pédagogique, de la 3D, donc des choses qui sont technologiquement et en termes humains assez lourds. Et on a réfléchi pour se dire comment ces technologies qui pourraient être achetées par des acteurs, on va dire publics ou privés ayant des moyens plus importants, qu'ils puissent toucher tout le monde par rapport aux facultés, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi sur des formations qui doivent être accessibles au plus grand nombre. Eh bien, on a travaillé sur un modèle et c'est là où tout le numérique a un intérêt sur d'autres dispositifs, notamment une initiative qui s'appelle Passion Genesis, qui a été fait avec des organismes privés et publics, je pense notamment à Vidal, je pense au CHU d'Angers, avec lequel on a imaginé, également l'équipe du CNRS, on a imaginé un modèle où on va permettre la création de cette simulation 3D que j'ai évoquée à plusieurs reprises, eh bien, par les acteurs pédagogiques, les acteurs médicaux, de manière gratuite. C'est-à-dire qu'on offre l'outil pour permettre en fait un accès au plus grand nombre et que la barrière de la technologie ne soit pas un frein. Et je prends souvent l'exemple de l'accès Internet. Si on vous propose un accès Internet de manière très rapide, avec des coûts qui vont être de 400 ou 500 euros par mois, vous resterez avec votre fournisseur d'accès à quelques dizaines d'euros. Eh bien, on pense que dans le domaine de la formation numérique, on doit avoir cette même approche. Et donc, le fait de donner ces outils de création doivent permettre ensuite d'échanger et de diffuser. Et là, on peut imaginer également une dimension économique. Et je pense qu'il faut avoir ce sujet-là. Une fois que j'ai créé ce contenu, eh bien, je peux le diffuser sur cette plateforme et de partager des revenus. Donc, je permets un accès au plus grand nombre, je permets une diffusion du contenu médical, d'avoir un apprentissage professionnel plus diffus, mais également aussi des possibilités de financement nouvelles. Et je pense que c'est tout l'intérêt du numérique. On pourrait aborder un grand nombre
de sujets aux frontières de l'apprenance, des outils ou des cultures. Je vais essayer de formuler ma dernière question autour des 3 piliers qui constituent l'apprenance: vouloir, pouvoir et savoir apprendre la santé demain avec le digital, et vous proposer un exercice en prospective, en tout cas singulier, le vôtre. Quelle apprenance en santé demain avec le digital? Alors, c'est une vaste question, et c'est peut-être le but aussi d'une dernière question en termes de prospective. D'abord, je pense que il faut peut-être pas distinguer la formation du côté des professionnels de santé et des patients. C'est bien sûr 2 cibles différentes avec des attentes particulières, mais on parle énormément pour les patients de l'empowerment, c'est-à-dire la possibilité d'être acteur des différents dispositifs qui sont mis à disposition pour mieux connaître sa maladie, pour pouvoir agir également, et je pense notamment sur des pathologies chroniques. Je pense que ce phénomène de prise en compte, d'être acteur, et grâce au numérique d'avoir cette action d'interactivité plus forte, elle est valable également pour les professionnels de santé. Donc, en tant que professionnel de santé, j'ai également la même volonté que dans ma vie personnelle, de pouvoir utiliser des applications, et cette évolution très forte du digital et numérique dans la société est également présente pour les professionnels. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas mettre de frontières, les 18 000 professionnels de santé que nous avons pu former nous disent à chaque fois, mais au final, ce que je viens d'apprendre en termes numériques me permet d'avoir une meilleure connaissance de tel ou tel sujet, d'avoir peut-être une prise en charge qui me semble intéressante, le regard également de mon confrère que j'ai pu rencontrer dans le cadre de cette formation, donc mélanger le présentiel et le virtuel, eh bien ça me permet aussi peut-être de tourner l'écran et de le montrer à mon patient et faire de l'éducation thérapeutique, de mieux comprendre peut-être le parcours de soins. Et je pense que c'est important par rapport à la démarche qui est faite notamment par les ARS, mais c'est également aussi d'avoir une démarche presque de personnalisation, je dirais presque même d'ultra-personnalisation par rapport à ses besoins en termes de formation, mais également aussi en termes de connaissances par rapport à sa maladie. Donc je pense que par rapport à votre question, le numérique, on parle beaucoup de big data aujourd'hui, permet aussi d'avoir une démarche extrêmement personnalisée, extrêmement adaptée aux attentes, qu'elles soient en termes de formation comme en termes de suivi thérapeutique. Et donc, ça laisse un champ je dirais, de développement extrêmement important, et Interaction Healthcare aujourd'hui se positionne pour pouvoir accompagner les différents acteurs de santé dans ces sujets. Bien, il me reste à vous remercier, Jérôme Leleu, pour cet entretien destination des acteurs de l'océan Indien, et j'aurai, je l'espère, le plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission lors de nos programmes pour questionner d'autres sujets autour des enjeux de santé digitale demain. Ça sera un grand plaisir, et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.